La Croisière Rouge, c'est le rêve devenu réalité de deux reines de l'automobile qui ont décidé un jour de revivre les exploits de leur jeunesse. La Renault, un type sport de 1907, puissance 12 chevaux, moteur 4 cylindres en 2 blocs séparés, 3 vitesses, et surtout un étonnant système de lubrification. Ici, pas de carter, cela fonctionne à huile perdue, c'est-à-dire que l'huile passe dans ces tubes de contrôle, tombe goutte à goutte sur les organes agressés, puis s'écoule sur la chaussée. La Renault consommera ainsi entre 6 et 8 litres d'huile par jour. La Delaunay Belleville de 1910 a, elle, une puissance de 18 chevaux, 4 vitesses et 6 cylindres en ligne. Drague, galon brodé, poignées en ambre, tout est d'origine. Et nos deux stars ont choisi 4 mousquetaires pour les accompagner dans leur folle aventure, dont le but est de rééditer le raid Pékin-Paris de 1907, qui n'a jamais été refait depuis l'origine. Elles ont obtenu toutes les autorisations nécessaires, mais au dernier moment, Russes et Chinois commencent à s'affronter sur les rives du fleuve Amour, qui leur sert de frontière. La route de l'amour est coupée. Qu'importe, nos deux reines improvisent sur le champ un nouvel itinéraire qui consiste en gros en une traversée nord-sud et est-ouest de l'Europe. Les 4 mousquetaires sont partis du cercle polaire dans de jolies autos, une Delaunay, Belleville et une Renault. Les 4 mousquetaires, Turquin, Guignard de Georges et Terre, au volant de leur Botaco, sont partis pour un curieux rodéo. Et le 21 juillet 1967, la Croisière Rouge prend donc son envol du Cap Nord. Nos premiers compagnons de route sont des reines qui, quelque peu affolées par les pétarades des voitures, préfèrent prendre leur distance, ce qui ne leur pose d'ailleurs aucun problème, car sur cette route escarpée, nous n'escaladons les côtes qu'en première et abordons les descentes à la même vitesse. Le système de freinage ne s'exerce en effet que sur les roues arrière, ce qui représente un tiers de la puissance de freinage d'une voiture moderne. Mieux vaut donc avoir un bon frein moteur pour retenir la Delaunay, qui, avec son chargement, pèse quand même 2,5 tonnes. De plus, nous sommes là en période de rodage. Il nous faut acquérir de nouveaux réflexes et même réapprendre à conduire. Réapprendre à faire le double pédalage pour monter les vitesses et le double débrayage pour rétrograder. Oublier de se servir du frein à pied pour n'utiliser qu'une sorte de manche à balai qui sert de frein à main. Et surtout ne pas s'affoler si dans un virage la voiture penche furieusement d'un seul bloc. Les roues indépendantes n'existaient pas encore. Lors d'un arrêt, Olivier jette machinalement un coup d'œil sur la Renault et s'aperçoit avec effroi que la jambe de la roue avant droite est fendue. On s'en est aperçu à temps, commente André, car 2 ou 3 kilomètres de plus et toute la roue éclatait. Et heureusement, ajoute-t-il, ce n'était pas la roue arrière, car celle que nous avons en secours n'aurait pu s'y adapter à cause des tambours de frein. Pour l'instant donc, la chance est de notre côté et ce premier incident ne nous immobilise qu'une toute petite heure. Notre traversée du nord de la Norvège s'achève sans autre problème. Et le soir, nous nous arrêterons près de la frontière finlandaise pour nous reposer sur d'un comparable lit de mousse, mieux qu'un hôtel 3 étoiles avec petit déjeuner tout frais et servi au lit. Il est peut-être 2 heures du matin, peut-être 9 heures, on ne sait plus, car nous sommes là bien au-dessus du cercle polaire et à cette période de l'année, il fait jour 24 heures sur 24. Cette absence de nuit, jointe à la vitesse de nos véhicules et à la rareté des points de repère dans cette immense forêt lapone, nous enlève toute notion de temps et de distance. Au début, cela déroute, mais très vite, tout devient reposant, les choses perdant l'importance artificielle qu'on leur accorde trop souvent dans nos sociétés modernes.
Et nous ne pensons plus qu'à profiter du charme de la Laponie et de ses paysages grandioses, ce qui nous fait parfois perdre la concentration indispensable à tout conducteur qui veut rester dans le droit chemin. Comme à chacun de nos arrêts, nous voyons surgir d'une clairière un lapon qui, comme tous les gens que nous croiserons dans cette croisière rouge, voudra tout découvrir de nos voitures. Il se passionne pour le moteur de la Delaunay, mais voyant Pierre le filmer, il nous fait signe d'attendre, se précipite vers sa maison d'où il ressort quelques minutes plus tard, revêtu de son costume national, et c'est ainsi que nous avons pu voir un lapon en habit traditionnel. Ce sera du reste le seul, car déjà en 1967, en Finlande du moins, les lapons vivent à l'européenne. Ils ne portent plus leur costume que les jours de fête. Les bivouacs ne sont pas toujours de tout repos, car les escadrilles de moustiques sont nombreuses en Laponie et le combat est souvent inégal. Mais pour l'heure, nous avons d'autres soucis beaucoup plus préoccupants. André vient de s'apercevoir qu'une autre jante de la Renault commence à se fendre et nous n'avons plus de roue de secours. Il faut absolument gagner un village pour trouver un poste de soudure. Cette opération se renouvellera maintenant tous les jours, car cette jante se refendra à des endroits différents et nous devrons ainsi la ressouder 11 fois jusqu'à notre arrivée à Helsinki, où nous nous sommes fait envoyer 2 roues de secours. On peut s'étonner de la fragilité de ces roues alors qu'elles tenaient parfaitement bien autrefois, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque elles étaient neuves depuis le bois à travailler, ce qui explique que certaines roues soient devenues plus fragiles. Et en fait, nous n'aurons de souci qu'avec 2 d'entre elles. Ce sera là notre principal problème durant la traversée de la Finlande, si l'on accepte l'éclatement de 4 pneus. Mais alors là, nous avions pris toutes nos précautions. La Laponie fut certainement une des régions les plus agréables à traverser, car nous pouvions y flâner sans avoir encore le souci d'un horaire ou d'un itinéraire à respecter. Et à chaque halte, André vérifie les niveaux d'essence. La Delaunay en consomme 20 litres au 100 et la Renault 15, ce qui au total fera 8000 litres d'essence, sans oublier 750 litres d'huile. Une étape symbolique de cette croisière rouge avec le franchissement du cercle polaire, 15 km au nord de Rovaniemi. Mais que nous soyons d'un côté ou de l'autre de ce cercle polaire, André n'en finit pas d'avoir des problèmes avec ses roues. Et cette fois, il s'agit d'une réparation normale qui était prévue. Il faut retendre les rayons en bois des roues de la Renault. Après avoir roulé quelques centaines de kilomètres, le bois vieilli s'est en effet tassé et les rayons ont pris du jeu. André les recale à l'aide de plaquettes en bois d'acacia qu'il avait emmenées en prévision de ce travail. Cette réparation tiendra jusqu'au terme de la croisière rouge. Est-ce le fait de sentir nos roues consolidées ou celui de nous trouver sur les routes du célèbre rallye des 1000 lacs? Quoi qu'il en soit, nous commençons à nous livrer à une course farouche entre les 2 voitures. André est au volant de la Renault avec Olivier comme copilote, moi à celui de la Delaunay. Quant à Pierre, il fait de l'équilibre sur le capot d'une des voitures pour immortaliser ce duel épique.
Les deux autos sont différentes. La Delaunay est plus puissante, mais beaucoup plus lourde. La Renault a moins de chevaux, mais étant plus légère, se trouve plus nerveuse, si bien que les chances sont égales. Et cette course échevelée va nous amener à Helsinki. En quelques instants, nous allons ainsi passer du charme et de la poésie de la Laponie à une poésie et des charmes plus psychédéliques, ceux de notre monde moderne. En vrai mousquetaire, nous sommes tout de suite fascinés par les jeunes Finlandaises et leurs mini-jupes. Si à notre départ de Paris, cette mode commençait à fleurir timidement sur les Champs-Élysées, elle est déjà solidement implantée en Finlande. Quant à nos voitures, elles provoquent toujours attroupement, curiosité et gentillesse spontanée. On aurait pu baptiser cette expédition la croisière du sourire. Déjà, il va falloir quitter Helsinki, escorté par le club des automobiles anciennes de Finlande. Et maintenant, camarades, direction Leningrad, puisque tel était le nom de Saint-Pétersbourg en cette année 1967. Comme il y a 50 ans, les révolutionnaires d'octobre, nous pénétrons sur la place du Palais d'Hiver en passant sous l'arc de l'Armée rouge. Malheureusement, c'est sous des trompes d'eau que nous entrons dans cette ville extraordinaire qui est bien pour la Russie cette fenêtre sur l'Occident dont rêvait son fondateur Pierre le Grand. Sur les quais de la Neva, une rapide visite au croiseur Aurora où le commandant nous indique notamment l'emplacement où se trouvait le navire lorsqu'il donna le signal de la Révolution d'octobre. Et toujours le même succès pour nos voitures, peut-être encore plus qu'ailleurs, notamment pour la Delaunay-Belleville, que connaissent très bien les habitants de Leningrad, car elle fut la voiture officielle du tsar et de l'aristocratie russe, avant de devenir celle de Lénine et des nouveaux dirigeants soviétiques. Même les plus jeunes la connaissent pour l'avoir vue dans leur manuel d'histoire, ce qui ajoute au succès incroyable de nos véhicules durant leur traversée de l'URSS. Et déjà, nous remontons la perspective Nevsky, nous quittons Leningrad pour Moscou, une longue marche forcée à travers l'Union soviétique commence. Si en Laponie nous pouvions flâner, il n'en est plus de même ici, car pour passer la frontière russo-turque qui était fermée aux automobiles, les autorités nous font bénéficier d'un convoi exceptionnel qui doit passer le 2 septembre. Nous avons à peine 10 jours pour couvrir les 4000 km qui nous en séparent. Comme d'autre part, les villes-étapes ouvertes aux étrangers sont rares à cette époque et distantes de 4 à 500 km, cela fait de rudes étapes pour nos voitures. Avant d'entamer une parade sur la place rouge, André songe à la nécessité de redonner du brillant au cuivre de la Delaunay. Il imagine alors un stratagème aussi machiavélique qu'efficace, reposant à la fois sur son pouvoir de séduction personnelle et sur celui de nos voitures. Du stakhanovisme à la française, à moins que ce ne soit du machisme à la mode moscovite. La place rouge est envahie de touristes qui sacrifient sans manquer à 3 rites. Tout d'abord, la visite du mausolée de Lénine qui pendant plus de 60 ans fera ainsi le plein chaque jour. Ensuite, toutes les heures, la relève de la garde. Et enfin, l'indispensable photographie qui témoignera que l'on a été au moins une fois dans sa vie devant les murailles du Kremlin ou l'église Saint-Basile. En 1967, les étrangers sont encore rares. La plupart des touristes proviennent des différentes républiques de l'URSS,
ce qui nous permet d'avoir instantanément un aperçu de la diversité des populations soviétiques. Et nous quittons cette place rouge qui constitue un ensemble assez exceptionnel pour remonter la rue Gorky et nous diriger vers le monument érigé en l'honneur de la conquête du cosmos. À bord de la Renault, j'ai à mes côtés Konstantin Feoktistov, savant et cosmonaute, qui avec Komarov et Boris Egorov effectua le premier vol en Troïka à bord de Vosrodin le 12 octobre 1964. Passionné d'automobile, Feoktistov m'avoue son étonnement de voir que cette voiture d'une autre époque marche encore aussi bien, alors que dans quelques années seulement, me dit-il, personne ne prendra au sérieux mon Vosrodin tant il sera dépassé par les progrès fulgurants de la technique. Mais déjà, il nous faut repartir, filer à travers les plaines de Russie et d'Ukraine vers la mer Noire, encouragés au passage par quelques supporters de poids. Au moment où nous arrivons enfin sur les bords de la mer Noire et pensons pouvoir profiter de quelques heures de détente sur la plage, une panne importante vient bouleverser nos plans. L'arbre de transmission de la Renault se met à patiner, les cannelures d'entraînement étant usées. Heureusement, on nous a fait comprendre que tout près se trouvait une conserverie de poissons où André trouvera le poste de soudure nécessaire à sa réparation. Car pour entreprendre cette croisière rouge, nos deux voitures avaient interdit la présence de véhicules d'accompagnement. Même si cela compliquait la tâche de Pierre pour filmer ce raid, elles avaient eu raison car cela donnait plus d'authenticité et de valeur à leur exploit, et pour nous un piment supplémentaire à cette aventure, d'autant qu'à chaque fois, l'une remorquant l'autre, nos deux voitures ont toujours pu atteindre sans trop de problèmes un point de réparation. Et c'est ainsi qu'elles peuvent rapidement reprendre leur route pour attaquer les premiers contreforts du Caucase, arrivée à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, une ville de 800 000 habitants dans la vallée de la Koura. Dès le premier contact, nous sentons une plus grande richesse à Tbilissi que dans les villes du RSS que nous avons traversées. Et de plus, les Géorgiens se caractérisent par un caractère particulièrement indépendant. On sent là un peuple très fier de sa culture et de ses traditions que l'on retrouve notamment dans la vieille ville. Au moindre arrêt, l'attroupement traditionnel se forme, la rue se trouve aussitôt bloquée, on regarde, on s'interroge, comment de telles voitures ont pu arriver jusqu'ici? Et nous voici sur la route qui conduit de Tbilissi à Erevan. Quand je dis la route, c'est serrer au plus près la réalité, car là, comme sur les quelques axes routiers autorisés au tourisme automobile en Union soviétique, il est impossible de s'en écarter, même sur quelques centaines de mètres. Les itinéraires touristiques sont très stricts et très limités. Il n'est pas question de vagabonder au gré de son inspiration, ce qui peut présenter un avantage lorsque l'on se trompe de route à un carrefour. En moins de 2 km, un motard vous a remis dans le droit chemin. Ici, on ne tolère aucun déviationnisme. Nous voici donc sur la route de Tbilissi à Erevan, et plus précisément dans la montée du col Sevan, au sommet duquel se trouve un village kurde, car nous pénétrons dans cette région montagneuse proche des frontières iraniennes et turques qui forment l'Arménie et où vivent également les Kurdes d'Union soviétique. Et de l'autre côté, au fond de la vallée, se trouve Erevan, où nous devrons mettre nos voitures sur le train pour franchir les 30 km de zone militaire et stratégique qui bordent la frontière. Un voyage en train qui s'effectuera de nuit, et pour être certain qu'aucun clair de lune ne nous permette d'entrevoir quelque chose, nous serons escortés par des camions munis de projecteurs à arc, éclairant notre train de façon aveuglante. Mais pour l'instant, nos voitures roulent encore par leurs propres moyens et dès qu'elles s'arrêtent, c'est toujours le même spectacle, le même embouteillage, les mêmes marques de curiosité et de sympathie qui, si elles demeurent une constante de ce raid, diffèrent dans leur expression suivant chaque pays.
À Erevan, la capitale de l'Arménie, le contact avec les habitants est beaucoup plus facile que dans le reste de l'URSS, car beaucoup de gens parlent français, avec même un fort accent méridional. En effet, en 1947, un certain nombre d'Arméniens qui avaient émigré dans la région de Marseille après les massacres turcs de 1917 sont retournés vivre dans leur mère patrie à la suite d'une opération de propagande menée par les autorités staliniennes. Comme nous devons séjourner ici 36 heures pour les formalités douanières, nous en profitons pour visiter les environs de la ville. Ici, la forteresse de Garni, un des rares vestiges de l'époque gréco-romaine, les temples païens ayant été détruits lors de la christianisation de l'Arménie au IVe siècle. Par la suite, ce sera au tour de nombreuses églises d'être détruites par les invasions musulmanes ou des tremblements de terre. Et au loin, le mont Ararat, que nous retrouverons une fois la frontière franchie. Nous revoici donc au pied du mont Ararat, mais cette fois en territoire turc, à quelques kilomètres de la frontière iranienne. Région très montagneuse, et pendant 10 jours, nous naviguerons toujours au-dessus de 1700 mètres, ce qui représente ici l'altitude des plaines. Là-haut, le mont Ararat, ce volcan à la forme presque parfaite qui culmine à 5156 mètres. Notre vitesse de croisière a considérablement diminué en raison du relief, mais aussi de l'état des routes qui, à cette époque, n'étaient pas encore goudronnées. Là, nos voitures retrouvent les chaussées qu'elles ont dû connaître dans leur jeunesse et font ainsi preuve de leur incroyable robustesse en supportant ce traitement qui va leur être infligé pendant 2000 km. Mais tout cela ne nous tourmente guère car nous vivons cet instant dans l'euphorie du voyageur qui, après une longue privation, a retrouvé la liberté de vagabonder où bon lui semble, de photographier ce qui lui plaît, et nous le faisons d'autant plus que le cadre est superbe et haut en couleur. En fait, cette griserie sera de courte durée, car ce vernis d'exotisme et de pittoresque craque vite sous la masse de misère qu'il recouvre. Une fois de plus, la notion de liberté apparaît comme une chose très relative. Ici, on a l'impression que rien n'a changé depuis l'Arche de Noé. Nous sommes pour le moins en plein Moyen-Âge, avec ces villages qui sont entièrement la propriété des Agas, ces seigneurs locaux, qui, suivant leur puissance, en possèdent de 6 à 15. Les Agas, eux, vivent la majeure partie de l'année à Istanbul ou sur notre côte d'Azur. Ici n'a rien changé, malgré les efforts d'Atatürk, qui s'attaquera en vain à ce problème. Et c'est un paradoxe de cette croisière rouge que de nous faire passer en quelques jours des technologies de pointe, nous étions il y a peu avec des cosmonautes, à ces terres du mont Ararat qui semblent nous ramener à l'origine de notre monde. Nous touchons là de ces décalages incroyables de notre planète. Et pour la première fois depuis le Cap Nord, ce ne sont pas tellement nos voitures qui sont un objet de curiosité, mais plutôt nous en tant qu'étrangers, car en 1967, le tourisme est encore rare dans cette région, et il est vrai que dans ce contexte, nos voitures ne font guère anachroniques. Elles semblent même très belles et luxueuses, avec leur cuivre qui étincelle au soleil. Notre vitesse réduite nous permet en tout cas de goûter pleinement de la nature et de la vie quotidienne qui s'y déroule.
trouvera là l'inspiration pour faire redémarrer notre Delaunay récalcitrante et poursuivre notre route en direction de la ville de Vans. Vans, c'est tout d'abord une vieille citadelle perchée sur un promontoire rocheux qui gardait une des grandes voies de passage de l'Orient vers l'Occident. Mais comme des Perso-Turcs, en passant par les Arméniens, les Byzantins et les Arabes, de nombreux occupants s'y sont succédés, apportant chacun leur part de civilisation, c'est-à-dire commençant par détruire celle du prédécesseur, il ne reste plus là que quelques ruines. Vans sera donc pour nous surtout la ville moderne, véritable oasis dans le paysage désertique où nous évoluons depuis quelques jours et où de nouveau nos voitures suscitent intérêt et curiosité. Vans est situé au bord du lac du même nom, véritable mer intérieure puisqu'il est grand comme 6 fois et demi le lac Léman. Sur un îlot, nous apercevrons les vestiges d'une église arménienne du Xe siècle, ce qui nous rappelle qu'à l'époque de la Grande Arménie, c'est-à-dire jusqu'à la chute de la citadelle d'Ani en 1064, celle-ci s'étendait sur toute cette partie est de la Turquie, jusqu'au sud du lac de Vans. Et cette région demeure toujours l'objet de bien des désirs, puisque les Arméniens nostalgiques de leur grande époque en rêvent encore dans leur cœur, les Turcs la possèdent, et les Kurdes qui y vivent en majorité souhaitent ardemment la voir faire partie un jour d'un grand État kurde. Pour nous, cette région montagneuse pose d'autres problèmes, car pendant une dizaine de jours, nous y roulons à plus de 1700 mètres, et même souvent à plus de 2000 mètres d'altitude, et nous avions craint que cela ne provoque des problèmes de carburation pour nos voitures. En fait, il n'en fut rien, seul le nombre de cols à franchir ralentir notre vitesse ainsi que l'état des routes. Mais nous avions un sujet d'inquiétude très préoccupant, celui de ne plus pouvoir rouler faute de pneus. Au départ, nous en avions 20 de secours, ce qui semblait largement suffisant, lorsqu'après Moscou, nous nous sommes mis à en éclater un pneu par jour, et en rentrant en Turquie, nous n'en avions plus que 2 de secours, alors qu'il nous fallait encore couvrir les 2000 km nous séparant d'Istanbul, d'où nous étions fait envoyer une nouvelle réserve. Ce souci perturba fortement André, ce qui, joint au soleil qui tapait fort, provoqua chez lui des phénomènes hallucinatoires surprenants au premier éclatement. Comme dans un rêve, nous arrivons à Diyarbakir, la grande métropole du Kurdistan turc, une ville de 80 000 habitants située sur la rive droite du Tigre, où nous serons reçus en grande pompe par le maire, M. Nejat Çemiloglu, et toute la population. En apothéose à cette réception quasiment présidentielle, nous sommes faits chevaliers de la pastèque, une charge lourde à porter. Un peu grisés par tant d'honneur, saoulés de bruit et de mouvement, nous reprenons notre longue marche pour nous diriger au centre de la Turquie, vers cette extraordinaire région qu'est la Cappadoce. Une Cappadoce qui, en cette année 1967, n'est pas encore déformée par le tourisme et demeure telle qu'elle doit être depuis des siècles.
Ainsi, Avcilard, ce village où les maisons s'insèrent entre les cheminées des fées qui parsèment ce vaste plateau et où la vie semble se dérouler sereinement au rythme du soleil et des saisons. Une chose nous surprend quand même, au fil de ces ruelles, nous ne rencontrons que des femmes et des enfants, mais nulle trace d'hommes. Les hommes, eh bien, ils sont eux tous sur la place du village, assis sur des chaises qu'ils déplacent selon la marche du soleil. Ils sont là jouant au domino, bavardant ou rêvant, à attendre l'arrivée d'un cortège, celui d'un jeune homme qui enterre sa vie de garçon selon la tradition. Nous sommes aussitôt invités à participer à la fête selon cet accueil spontané et naturel qui pourrait se résumer ainsi: vous êtes venus nous voir, alors vous êtes chez vous. Le mariage n'aura lieu que demain. Aujourd'hui, nous restons donc entre hommes, même pour les classiques danses orientales. Nous retardons au maximum le moment de nous arracher à ce fantastique décor de Cappadoce, mais il va bien falloir poursuivre notre ruée vers l'ouest, longer le Touzgolou, grand lac salé, pour atteindre Ankara, la capitale. Ankara, où nous aurons juste le temps de visiter le mausolée de Mustafa Kemal, plus connu sous le nom d'Atatürk, à qui, au nom de toute l'équipe, notre Renault rend hommage à sa façon. Ayant retrouvé des chaussées goudronnées, notre rythme va s'accélérer. C'est déjà le Bosphore à Istanbul, sa corne d'or. Au revoir l'Orient, rebonjour l'Europe, saluée par une rapide traversée de la Bulgarie. Ce grand pont sur le Danube nous ouvre les portes de la Roumanie. Et voici Bucarest qui n'est pas encore massacrée par un urbanisme mégalomaniaque. En compagnie de Margareta Pislarou, l'idole de la jeunesse roumaine, nous donnons le départ du rallye des Carpates, ce qui permet à notre Renault de montrer à sa progéniture que les ancêtres se portent toujours bien. Et à Bucarest, comme partout, nos voitures provoquent les mêmes embouteillages, mais pour nous, ceux-ci se caractérisent par la facilité que nous avons à converser avec tous ces admirateurs. Se comprendre avec des Roumains est un jeu d'enfant, surtout après ces 2 mois passés à tenter le dialogue, souvent avec les mains d'ailleurs, en finlandais, en russe ou en turc. De plus, chez ces Roumains qui ont toujours puisé leur personnalité dans leur origine latine, tout ce qui vient de France est porté au nu et nos voitures sont l'objet d'une véritable vénération, d'autant qu'à cette époque, la Roumanie fait preuve d'un nationalisme exacerbé face à son imposant voisin soviétique.
Il faut pourtant nous arracher à la chaleur de cet accueil, filer à travers les Carpates jusqu'à Timișoara et la frontière yougoslave. Nos voitures sentent l'écurie et ont hâte d'arriver. Grâce à elles, une fois de plus, les frontières s'ouvrent automatiquement et nous traversons en trombe la Yougoslavie, ce qui nous vaudra quelques ennuis à Belgrade. Au départ de cette croisière, nous avions imaginé bien des cas de figure, mais pas celui d'une contravention pour excès de vitesse. Nous commençons à être aussi fatigués que nos voitures et peu de gens ont dû apprécier autant que nous quelques heures de repos en gondole à Venise. Mais revoici bien vite nos voitures. Est-ce là un nouveau mirage? Non. Et ils ont bien obtenu l'autorisation exceptionnelle de circuler sur la place Saint-Marc. C'est du reste la première fois, et je pense encore aujourd'hui la seule, que des voitures ont pu avoir cette liberté, et cela grâce à un énorme quiproquo. En effet, lorsque nous avons demandé cette autorisation pour des véhicules anciens venant d'Helsinki, de Moscou et d'Ankara, les autorités avaient pensé qu'il s'agissait de maquettes, de modèles réduits. Au revoir Venise. À Trento, nous saluons quelques amis montagnards venus participer au Festival international du film de montagne. Et nous filons maintenant vers la France, vers Paris. Déjouant bien des pronostics, notre Renault et notre Delaunay sont en train de gagner leur pari fou qui consistait à revivre les exploits de leur jeunesse. Pendant 2 mois, toutes les portes, toutes les frontières se sont ouvertes instantanément devant elles. Durant 12 000 kilomètres, elles n'ont rencontré que des amis, que des sourires. Elles ont ainsi prouvé la valeur et la longévité de l'industrie automobile française. Quant à nous, outre les honneurs et les décorations, de chevalier de la pastèque de Diyarbakir à pompier d'honneur de Condé-sur-Vègre, ces voitures nous ont permis de vivre 2 mois d'une aventure complètement farfelue, donc passionnante. Le 7 octobre, il est 15 h, le pari est définitivement gagné. Les 4 mousquetaires sont partis du cercle polaire dans de jolis autos, une Delaunay, Belleville et une Renault.